Donc, bon matin à tous. Je comptais commencer la séance par un peu vous présenter une vue à grande échelle donc de l'état et les perspectives de l'énergie solaire photovoltaïque au niveau international, au niveau du Canada et au niveau du Québec. Donc, regarder les capacités installées, le coût par watt de la technologie et quelques applications qu'on retrouve en général au Canada. Donc, si on commence par la capacité installée, l'an dernier, s'est installé environ 50,7 gigawatts de capacité solaire photovoltaïque, principalement en Chine, 15,2 gigawatts. Donc la Chine, depuis les dernières années, est un grand producteur de modules solaires photovoltaïques, de panneaux solaires, si on veut, et installe maintenant un taux de 15,2 gigawatts par année, donc a rattrapé les anciens champions qui étaient les États-Unis, le Japon et l'Allemagne, et les a même dépassés. Mais tout de même, le Japon et les États-Unis sont toujours dans la course, donc 10,8 gigawatts au Japon en 2015 et 7,3 gigawatts aux États-Unis. Les États-Unis commencent aussi à installer un taux plus grand, donc cette année, on parlait de plutôt 10 gigawatts d'installation. Donc tout ça a amené la capacité mondiale à 227 gigawatts en 2015. Donc ces chiffres-là sont en fait recueillis par l'Agence internationale de l'énergie. En ce moment, on est en train de collecter l'information pour le rapport 2016. Ça, c'est la capacité installée, c'est la puissance photovoltaïque. Maintenant, si on regarde la quantité d'électricité produite, maintenant, l'électricité solaire compte pour 1,3 % de la production mondiale d'électricité. Il y a 22 pays dans le monde dont leur approvisionnement dépasse 1% en termes de puissance solaire photovoltaïque. Les trois champions sont l'Allemagne, la Grèce et l'Italie, qui produisent plus de 7% de leur électricité avec des panneaux solaires photovoltaïques. Le Canada est ici. C'est sûr que le Canada consomme beaucoup d'électricité, donc notre capacité représente seulement 0,43% de la production d'électricité au Canada. Ça, c'était encore une fois les chiffres de 2015. Donc, si on regarde maintenant la capacité au Canada, avant 2008, principalement les applications étaient hors réseau. Mais en 2008, le gouvernement de l'Ontario a implanté des programmes de subvention qui rachetaient le kilowattheure solaire à un prix intéressant. Et c'est ce qui a fait que la filière solaire photovoltaïque a décollé. Donc, d'une capacité de 37 MW en 2008, on est passé en 2015 à plus de 2518 MW. Juste en 2015, il y a 675 MW qui s'est installé en une année. Donc, on voit ici là, des taux de croissance allant de 35% à même 1029% dans la période des 7 dernières années, là, entre 2008 et 2015. La plupart des applications sont installées en mode centralisé. Donc, on parle dans ce cas-ci généralement de centrales solaires photovoltaïques de 10 MW qui peuvent aller jusqu'à plus de 100 MW. Mais tout de même, on a peut-être le tiers de la production qui est distribué. Donc, des maisons, souvent, des systèmes de 1 à 10 kW installés sur des maisons. Donc, si on regarde ça de plus près, la distribution par province, en fait, on a 3 provinces qui se démarquent, où on a des puissances installées qui dépassent le mégawatt. Donc, d'abord, l'Ontario, où on compte environ 24 772 systèmes en date du 31 décembre 2015. Donc, près de 25 000 systèmes solaires photovoltaïques. Donc, 2500 mégawatts. À peu près 99% de la puissance installée, donc, est en Ontario. Suivi de. Donc, si on reste en Ontario, en opération, on avait près de 2500 MW en 2015 et il y a toujours 433 MW en développement en Ontario. L'Alberta aussi se développe très rapidement. Donc, on a des taux de croissance dans les 40% à 100%. Je crois que les chiffres pour 2016 que j'ai recueillis récemment, c'est qu'on est rendu à 16 MW de puissance en Alberta. Ce qui est intéressant en Alberta, c'est qu'il n'y a pas de subvention accordée. Donc, le marché décolle parce qu'il est compétitif par rapport au coût d'électricité du réseau. Il faut voir que le coût de l'électricité au niveau détail en Alberta est autour de 16 à 20 sous le kilowattheure à certains endroits. Et l'Alberta jouit d'un potentiel solaire important. Donc, maintenant, la parité a rejoint le marché de l'Alberta qui est en train de se développer. Il y a aussi la Colombie-Britannique où on compte plus de 3 MW de puissance installée. Et les territoires du Nord-Ouest, c'est une petite population, mais ils ont une capacité installée qui se rapproche de celle du Québec. Donc, aux dernières nouvelles, il y a 108 systèmes au Québec pour une puissance d'environ 800 kW.
mais en 2015, c'était plutôt 86 systèmes. Donc, il y a 22 systèmes qui se sont installés dans la dernière année. Maintenant, si on regarde l'évolution des coûts de la technologie, ça a diminué rapidement, entre autres parce que la Chine s'est mise à fabriquer la technologie sur une base industrielle. Ça a accéléré la diminution des coûts. Donc, on est passé le module solaire photovoltaïque, ou communément appelé le panneau solaire. En général, le coût du panneau représentait la moitié du coût du système. Et c'est plus le cas maintenant. Donc, le coût est passé de 4,31 $ en 2005, 4,31 $ le watt, à 80 sous le watt en moyenne. Donc, une diminution d'un facteur 5. Ça, c'est le module PV comme tel. Le coût du système raccordé au réseau en 2015 variait de 3 à 4 $ le watt, dépendamment de où on se situe. En Ontario, c'est plus près de 3 $ le watt. Et ce qu'on me dit, c'est qu'en 2016, au Québec, on peut aussi trouver des installations autour de 3 $ le watt. Donc, en termes de coût du kilowattheure, on se rapproche de 10 à 14 sous le kilowattheure, donc disons 12 sous le kilowattheure pour les systèmes PV raccordés au réseau de taille résidentielle. Quand on augmente la taille du système, on peut installer à plus bas coût. Donc, les centrales mégawatts, c'est autour de 2 $ le watt. Et les projets institutionnels, comme la bibliothèque de Varennes, que je vais vous présenter, se rapprochent du 3 $ le watt. Donc, ça, c'est pour les systèmes raccordés dans le sud. En milieu éloigné, c'est sûr qu'il y a les coûts de transport et il y a d'autres coûts qui s'ajoutent. Donc, nos recherches sur les communautés du territoire du Nord-Ouest nous montrent que les coûts installés reviennent à environ 6,50 $ à 12 $ le watt. Donc, les types d'applications maintenant, je dirais que dans les années 90, c'est principalement les applications hors réseau qui se sont développées d'abord. Donc, on parle ici de stations de télécommunications en milieu éloigné, où en fait, le coût de transport du diesel jusqu'à une station comme ça par hélicoptère, les coûts peuvent être faramineux. Donc, le fait d'installer une petite éolienne et un système solaire PV permettait de justement diminuer la consommation d'électricité. Même chose aussi pour les chalets. En général, c'est couplé à une génératrice diesel, donc qui permet justement de diminuer la consommation d'électricité diesel. Donc, dès qu'on est en dedans de quelques kilomètres du réseau de distribution, le coût de prolongement du réseau de distribution jusqu'au chalet, ces coûts-là sont assez élevés pour justifier l'implantation d'un système solaire PV sur le chalet. Et puis ensuite, à mesure que les coûts ont continué de diminuer, ça a été la solution retenue pour l'alimentation d'applications qui ne demandent pas beaucoup de puissance, comme les parcomètres et le réseau de Bixi à Montréal, puis la signalisation routière. Donc, les applications hors réseau sont rentables depuis les années 90. Les applications raccordées au réseau au Québec ne sont pas encore rentables. Je parlais de coût d'électricité autour de 10 à 12 sous le kilowattheure, ce qui est supérieur au taux de 8,68 sous qu'on a ici au Québec. Mais néanmoins, vu que le coût a diminué, la technologie devient abordable. Et donc, avec l'intérêt qu'on porte au bâtiment vert, l'écologie verte, projet LEED, ça stimule quand même certains projets. Donc, on a la maison Ecoterra Net Zero ici, située à Eastman, qui comporte un système de 3 kW sur le toit de l'habitation. Récemment aussi, il y a la bibliothèque de Varennes, qui a un système de 110 kW, donc qui est le plus gros au Québec en ce moment, qui alimente, donc produit autant d'électricité que la bibliothèque consomme sur une base annuelle. Un projet très intéressant. Il permet aussi de préchauffer l'air aussi avec les pertes des panneaux solaires pour renvoyer cet air préchauffé dans le bâtiment. Je vous parlais de ferme solaire. Donc, en Alberta, on a un exemple ici, une petite ferme de 2 MW. En général, les fermes sont plutôt 10 à 100 MW en Ontario. Donc, on a une configuration de ce genre-là. Puis aussi, les systèmes solaires pour les communautés éloignées du Grand Nord. Donc, dans ce cas-ci, c'est un système qui est centralisé de 104 kW situé à Fort Simpson. Donc, souvent, j'ai des questions sur quelle est la performance des systèmes dans ces communautés éloignées. On est dans le Grand Nord, l'hiver, et il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc, je voulais vous montrer un graphe ici qui montre la production solaire de ce système-là dans les territoires du Nord-Ouest de 104 kW. C'est vrai qu'entre les mois de novembre et mars, il n'y a pas beaucoup de lumière, d'ensoleillement, et aussi la neige fait en sorte que notre production est minimale. Par contre, si on regarde la moitié plein du verre, en été, il fait jour presque 24 heures sur 24. Donc, les mois de mai à juillet, on a une production solaire qui est assez importante et sur une base annuelle, donc on produit l'électricité solaire sur 8 mois. Si on regarde la production pour 2014, le système n'a pas eu de panne, donc il est disponible 100% du temps où il y avait du soleil.
On a produit 116 MWh, ce qui revient à une production de 1115 kWh par kilowatt. Donc, en comparaison, à Montréal, on peut produire environ 1190 kWh par kilowatt. Donc, on consomme à peu près 80-90 de la production solaire qu'on a dans le sud. Du point de vue de la performance, ça se compare à la performance des systèmes au sud. Donc, ça fonctionne très bien à faible température, même que les mois du printemps, où les températures sont fraîches et qu'on a beaucoup d'ensoleillement, c'est là où on retrouve les meilleurs rendements électriques. Donc, en termes si on regarde de diesel évité, quand on fait les calculs, c'est environ 32 852 litres de diesel qui ont été évités dans cette communauté-là en 2014. Aussi, peut-être pour démystifier l'utilisation de l'énergie solaire, hein, souvent les gens pensent qu'il faut des batteries. Peut-être quand on arrive à un grand taux de pénétration, c'est quelque chose qui peut faciliter l'intégration des systèmes solaires au réseau. Mais en ce moment, au faible taux de pénétration qu'on a, on n'a pas besoin de stockage. En fait, le réseau électrique, c'est notre stockage. Donc, le système est constitué comme suit. On a en fait nos modules solaires photovoltaïques qui ensemble constituent le panneau solaire. Ce panneau produit l'électricité en courant continu, donc est raccordé au niveau de la boîte de jonction qu'on voit ici sur la photo. Et ensuite, l'électricité en courant continu est acheminée à l'onduleur qui contient l'intelligence du système et qui va convertir le courant continu en courant alternatif que les charges de la maison peuvent utiliser. Si les occupants de la maison sont au travail, n'utilisent pas l'électricité et il fait beau à l'extérieur, bien, l'électricité excédentaire est envoyée sur le réseau électrique. Donc, maintenant que les compteurs intelligents, on a deux registres. On enregistre la quantité d'électricité qu'on consomme du réseau et la quantité d'électricité qu'on exporte sur le réseau. L'électricité est exportée et va ensuite être consommée par les voisins immédiats qui sont raccordés sur le même transformateur. Donc ça, c'est pour le schéma de connexion, disons, pour un système résidentiel. Pour un système, une centrale, en fait, on aura à peu près le même système, donc des panneaux solaires qui vont être raccordés à un onduleur. Dans ce cas-là, l'onduleur sera plutôt de 500 kW à 1 MW. Et ensuite, de l'onduleur, on ira à un poste de transformation qui va augmenter la tension à un niveau moyenne tension, là, disons 25 kVA, 25 kV pour la tension, et qui sera ensuite raccordé sur le réseau de distribution. Environ 90 de la capacité solaire au Canada est raccordée au niveau de distribution. C'est ce qui la différencie, entre autres, de la capacité éolienne. Seulement 10 des systèmes sont raccordés directement au système de transmission. Donc, j'achève, mais je voulais, avant de vous quitter, de vous parler un peu du système, donc, de l'option de mesurage net pour les autoproducteurs. Donc, en ce moment, au Québec, les autoproducteurs peuvent se raccorder au réseau. Donc, que ce soit l'éolienne, l'énergie solaire, la microhydro, la géothermie et les biocombustibles qui produisent de l'électricité. Donc, la limite est de 50 kW pour des systèmes triphasés et de 20 kW pour des systèmes monophasés. La façon dont ça fonctionne, c'est comme je vous ai expliqué, on peut renvoyer des surplus sur le réseau électrique qui vont être comptabilisés. Et ensuite de ça, ces surplus-là sont déduits de notre facture à chaque période de facturation. On a consommé 1000 kWh, moins, disons, 90 kWh qu'on a exporté. Donc, on est facturé sur 1010 kWh pour le mois. Et ensuite de ça, ces crédits-là peuvent être cumulables sur une période de 24 mois. Après 24 mois, on remet la balance à zéro. C'est ce qui fait que finalement, on ne sera jamais en une position où on recevra un chèque d'Hydro-Québec. La balance va être remise à zéro au bout de 24 mois. Donc, l'objectif dans ce cas-là, c'est de bien dimensionner le système pour qu'il réponde aux besoins de la maison. Donc, voilà qui complète mon résumé. Je pense qu'on va adresser les questions à la fin des 3 présentations. Merci de votre attention. Alors, merci beaucoup et bon matin à tout le monde. On a tous entendu le ministre Arcan ce matin parler du plan stratégique énergétique pour le Québec. Je pense que c'est le contexte québécois dans lequel la plupart de nous fonctionnent. Nous, Renews, c'est une société que j'ai fondée en 2011. On a commencé les opérations en 2012. Et comme l'ancienne société que j'avais fondée en 1988, ICP Solar, on n'a pas encore fait $1 de vente au Québec. On se focus sur l'exportation, vu le contexte québécois. Mais ce que j'ai aimé de ce matin, c'est évidemment, il y a une évolution de la pensée de tout le monde. On a entendu M. Éric Martel, qui était à Davos, qui a parlé de l'énergie solaire sur les toits québécois. Ça fait presque 30 ans que j'œuvre dans le métier et c'est la première fois que j'ai entendu ça
le leader de Hydro-Québec. Alors, il y a toujours espoir. Mais pour le moment, c'est évident que pour notre société, le focus, c'est à l'extérieur. Ceci dit, juste un petit plug, parce que c'est mon devoir comme PDG de le faire, les systèmes que produisent et que développe la société sont des structures d'abri solaire, des systèmes pour les toits, ainsi que le logiciel de monitoring et de contrôle. On se focus non seulement sur les produits et les solutions, mais ainsi au service et à la technologie. Alors, on essaie de créer un rapport avec un client qui est continu et qui développe, qui nous permette de leur offrir de nouveautés au fur et à mesure qu'on les développe ici au Québec. Je vais faire un petit résumé de comment que je vois l'énergie. L'énergie, c'est comme un peu le transport. Il est produit, il est transporté, et ensuite il est stocké ou utilisé. Dans le modèle qu'on voit la plupart du temps, ou qu'on voyait dans l'histoire de l'électricité, il y a des générateurs, il y a du storage, comme même Hydro, c'est stocké dans les réservoirs, et ensuite c'est transmis, distribué au client éventuel. Alors c'est comme un train qui va dans une direction, c'est unidirectionnel, il y a un qui fait la production, puis il y a les autres qui en font la distribution et l'utilisation. Mais là, on se trouve dans un nouveau modèle mondial où les gens peuvent être autoproducteurs, où les voitures en haut à gauche peuvent être des sources de stockage et aussi même rentrer de l'énergie dans le réseau par ce qu'on appelle le V2G, le Vehicle to Grid, une nouvelle technologie qui se développe. Il y a même les prosumers. Qu'est-ce que c'est un prosumer? C'est un individu qui a une maison qui produit l'énergie et qui en a trop pour son utilisation, alors il peut le renvoyer aussi au réseau et toutes sortes d'autres de sources d'énergie décentralisées comme les microgrids et les autres. Alors, tout d'un coup, plutôt que d'être comme un train unidirectionnel, c'est comme un orchestre symphonique d'énergie qui doit jouer bien ensemble, qui doit être bien géré et qui donne des opportunités d'affaires et d'innovation à ceux qui vont en faire. Alors, la maison du futur, elle est intelligente, elle est résiliente, elle est branchée et elle peut être à la fois utilisateur d'énergie et génératrice d'énergie ou stockage d'énergie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le futur de l'énergie solaire? On a vu, M. Poisson, merci pour toutes les statistiques. En 2015, l'énergie distribuée a doublé et il ne bénéficie pas d'aucune subvention quand il est hors réseau, certaines subventions quand il est sur réseau, mais c'est vraiment parce que là, il y a le besoin. Tandis que l'énergie solaire centralisée, c'est grâce à l'Ontario qu'au Canada, ça se développe. Alors, quelles sont les motivations? Je vais vous présenter ce matin plutôt en high level les motivations et les blocages au développement d'une filière solaire au Québec ou même n'importe où. Alors, premièrement, les crédits carbone. De plus en plus, on parle d'un coût à l'environnement, d'un coût à notre santé, et la valorisation de l'émission des gaz à effet de serre se fait par voie de crédit carbone. Curriculum académique. On pourrait former nos enfants, nos élèves, dans l'énergie solaire, qui donnerait, pour eux, ça fait penser. Il faut juste faire penser aux gens quelles sont les opportunités, qu'est-ce que je peux créer au sein de cette industrie, qu'est-ce qui sera distributeur. Manque d'accès. On est en réseau, on est dans un chalet dans le nord, on est autonome, on n'a pas accès au réseau. L'énergie solaire est une motivation et elle peut résoudre le problème. Sécurité d'accès. Les pétrolières ont besoin de protection. Ils ne peuvent pas naviguer sans la protection des armées, des navires américains et d'autres. Alors, sécurité d'accès, c'est une motivation. L'indépendance. L'indépendance, c'est on est autosuffisant, on se crée notre propre énergie, comme on le fait au Québec, par voie en ce moment de l'hydro et l'éolien, mais on peut aussi le faire par le solaire. Les exportations. Alors, les exportations, c'est intéressant parce que tout d'un coup, on regarde par exemple le modèle californien, il l'utilise, mais il l'exporte. Alors, en créant un marché dans l'État californien, ça crée du savoir-faire, ça crée un écosystème qui appuie l'énergie solaire et en fait qui permet l'exportation de produits et de technologies. On a par exemple aussi les réseaux faibles. Alors,
On parlait des Cubains, ils sont ici pendant la semaine. Évidemment, la régulation de fréquence, il y a toutes sortes de choses auxquelles le solaire peut venir appuyer les réseaux qui ont des problèmes comme ça. L'écotourisme, on parle des îles de la Madeleine, par exemple, où on utilise beaucoup de mazout. Alors imaginez, le lendemain, il n'y a plus de mazout aux îles de la Madeleine. Ce n'est que du solaire, de l'éolien, toutes sortes d'autres renouvelables qui pourraient être aussi une génératrice de marque, si vous voulez, pour les îles de la Madeleine. La création d'emplois, très important. Il y a plusieurs entreprises au Québec qui œuvrent dans l'énergie solaire, mais on ne les connaît pas. Et ils emploient beaucoup de gens capables, mais c'est encore tout visant l'exportation. Alors, c'est une stratégie de création d'emplois. Évidemment, le développement durable, l'électromobilité. Si on prend un char au Kentucky électrique, là, on utilise le charbon, parce que l'électricité vient du charbon. Alors, tout d'un coup, est-ce que c'est vraiment environnemental d'avoir un véhicule électrique au Kentucky? Oui, mais c'est une balance toujours intéressante. Réduction de gaz à effet de serre, early adopter, peak shaving, ça c'est avec du stockage, et c'est sécuritaire, c'est sain et sauf, on ne risque pas d'explosion, il n'y a pas de feu. Ben, il n'y a pas de feu si c'est proprement fait, puis il y a rarement des situations où ce n'est pas proprement fait. Quels sont les blocages? Alors j'ai listé 18 motivations, j'ai 9 blocages, c'est une bonne ratio, mais quelles sont-elles? Mauvaise perception, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de soleil au Québec. C'est du vrai? Il y a plus de soleil au Québec qu'en Allemagne. On a vu qu'en Allemagne, il y a 8%, je pense, vient du solaire. Il y a plus de soleil au Québec qu'en Allemagne. Alors, la mauvaise perception, est-ce que ça fonctionne en dessous de la neige? Bien, en Ontario, ils le prouvent. Chaque jour, ils ont le même montant de neige qu'on a. Et ils ont des fermes solaires immenses qui se bâtissent en Ontario. Alors, c'est une mauvaise perception. Et ça vient de l'éducation. CAPEX, ça prend de l'argent. Il faut le financer ou le faire financer pour l'installer. Et sur 25 ans, c'est vrai, on est rendu même au Québec à 10 cents du kilowatt sur une maison, un petit système de 5,5 kW. Alors, ça devient concurrentiel, ça devient compétitif, et ça ne fait que baisser les monopoles. Alors, le gorille dans la chambre, le monopole. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une société qui rend 10% de nos finances dans nos coffres, qui est une société électrique? Et on ne veut pas la nuire. Plutôt, on veut l'aider à évoluer. Alors, on a entendu Éric Martel à Davos, le chef du CA, Michael Penner, et plein d'autres qui sont là, qui veulent faire entrer plus de technologie solaire au Québec pour le développer et pour le vendre peut-être à l'extérieur. Société électrique, en Floride, récemment, ils ont essayé de passer une loi qui bloquait les gens d'aller en réseau, de s'enlever du réseau. FPL, Florida Power and Light, ne voulait pas qu'ils aient la permission de s'enlever du réseau. Puis c'est les citoyens qui se sont rassemblés qui l'ont battu. Mais une filière électrique qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas évoluer, elle va essayer de garder les choses en place parce que l'amortissement de son équipement peut-être n'est pas encore fait, il est planifié sur 50 ans et tout d'un coup, voilà une nouvelle technologie qui vient disrupter. Alors, il peut avoir un blocage de ces sociétés électriques. La formation est très importante, et si on voit en Ontario, en Alberta, dans les États, en travaillant avec les associations de maîtres électriciens, on crée des programmes de formation qui enlèvent qui simplifient et qui aident les gens à comprendre que c'est vraiment pas très compliqué d'installer un système solaire. Régulation municipaux. Alors là encore, à Dollard-des-Ormeaux, on ne peut pas mettre un tempo, à Pierrefonds, on peut. Il y a des maisons dans la même rue, un côté il y a des tempos, l'autre côté il n'y en a pas. Et ça, c'est une régulation municipale. De la même façon, les régulations municipales aux États-Unis, en Arizona, il y a une ville qui a bloqué les panneaux solaires sur les toits. C'était pas beau. D'après eux, du conseil de 5 personnes, ont décidé dans une ville que c'est pas beau, ça nuit à notre image, puis on veut pas. Alors, ils ont bloqué l'installation de panneaux solaires sur les toits. Les sites disponibles, c'est pas toujours commode. On n'a pas toujours la place. Le toit, comme on l'identifie dans une des présentations hier de M. Murray, n'est pas toujours
bien définie pour qu'on puisse mettre des panneaux solaires et prédiscriminatoire de distribution. Alors là, c'est important parce que dans certains États, ils nous chargent pour être capables de connecter un système solaire au grid. Alors, tout d'un coup, c'est discriminatoire contre le solaire, contre la personne qui aimerait être autosuffisante, justement pour protéger le statu quo. Alors, finalement, je vous montre ce diapo juste pour vous dire qu'au Québec, on a la capacité de création, d'innovation dans le solaire. En 2005, notre équipe a développé des tuiles solaires. Vous les voyez en haut. Et en bas, cette année, Tesla a lancé les tuiles solaires. Ça me semble un peu semblable, mais on devançait le marché, mais on les a créés, on les a développés ici au Québec. Alors, on a les capacités de grandir le solaire. Il faut le faire dans un contexte québécois, c'est vrai, mais il faut aussi voir le contexte mondial qui change, qui évolue. Aujourd'hui, c'est 10 cents. Dans 2 ans, je vous garantis, c'est 8 cents. Mais le coût des barrages, le coût d'autres sources d'énergie continue à augmenter. Le solaire et l'éolien sont les exceptions qui continuent à baisser. Alors, ce que j'aimerais pour le Québec, c'est qu'on crée une stratégie d'innovation, non seulement axée sur l'utilisation locale, mais vraiment axée sur l'exportation du savoir-faire. Et soi-disant, je vous remercie pour votre temps. Bonjour à tout le monde, je me présente Pierre Blanchet, je suis le président cofondateur de l'entreprise Idénergie. Idénergie, pour ceux qui ne nous connaissent pas, un départ frais, Idénergie, notre mission, c'est de démocratiser les énergies renouvelables par l'introduction sur le marché de produits innovants québécois, se démarquant par leur accessibilité et leur simplicité d'utilisation. Et pour ceux qui me connaissent et qui disent « Qu'est-ce que tu fais dans un atelier solaire, Pierre? » Donc, il y en a qui nous ont connus avec l'hydrolienne Idénergie. On a travaillé là-dessus pendant 6 ans. Une petite musique country qui passe, excusez-moi. Okay. Donc, on a travaillé là-dessus pendant 6 ans. On a voulu, en fait, en déployer au Québec. Puis finalement, on est, à cause des juridictions aussi, des lois, tout ça, on a été en déployé dans d'autres provinces canadiennes en attendant notre heure de gloire ici. Puis récemment, en fin d'année, on a eu 40 millions de views sur Facebook de nos vidéos. Donc, énormément de gens nous ont contactés. Puis, l'entreprise, ce produit-là est un peu une étape où on a besoin d'argent pour commercialiser puis l'amener plus loin. Donc, pour ceux qui ne croyaient pas en ce marché-là, il existe aussi. Et puis, on souhaite trouver le financement pour pousser ça dans le futur. Et en attendant, depuis 2 ans, ça, c'est l'intérieur de l'hydrolienne que je vous montre. Okay? C'est pas juste une petite dynamo avec des pales. Okay? C'est extrêmement compliqué à l'intérieur. On a ici ce qu'on appelle une Variable Speed Drive, un variateur de vitesse, okay? Contrôle moteur, sous-marin, intégré, un cauchemar à développer. Et puis, aujourd'hui, ça fonctionne bien. À un moment donné, j'avais mon équipe d'R&D, puis eux autres, je voulais les garder pour supporter le produit. Puis plutôt que de tourner en rond, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Puis à force de faire des modèles d'affaires hydrolienne versus solaire, on a dit pourquoi qu'on ne prendrait pas notre électronique puis on ne l'amènerait pas dans le monde solaire? Parce qu'il y a une belle opportunité qui est là, étant donné que dans le monde solaire, l'endroit, le chaînon où est-ce qu'il y a le plus d'argent à faire, les plus belles marges de profit, c'est dans les convertisseurs. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans. Maintenant, il existe 3 types de marchés présentement dans le solaire. Le premier, c'est le hors réseau, c'est les pourvoiries. Donc, je vais commencer par vous montrer des projets qu'on a fait en sideline, OK? Faut se financer quelque part à un moment donné. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a fait dans le coin de Goose Bay. Je vais aussi, après ça, vous parler... je ne parlerai pas trop de réseau parce qu'on en a déjà parlé. Je vais vous parler de la prochaine affaire qui s'en vient, le Smart Grid. Okay? C'est quoi cette bébête-là? Quelle est notre vision de ça? Donc, on va commencer par hors réseau pour construire votre foi en l'énergie solaire. Donc, ce que je vous montre ici, c'est un premier projet qu'on a fait au nord de Goose Bay. Dans les mouches. Et puis, tout ce que vous allez voir là-dedans, ça a tout été complètement importé par hydravion et par hélicoptère. Okay? Donc, énormément de logistique, c'est un vrai casse-tête. Et puis, comme vous voyez, là, on a installé 2 types d'installations. Il y en a qui c'était sur les toits. On a pris la place qui était disponible. Puis les autres, c'est ce qu'on appelle des top-of-pole, des installations sur mât. Et puis, voilà. Donc,
vous montrer un petit peu de plus près de quoi ça a l'air. Et puis, le but de ça, en fait, c'était de remplacer des grosses génératrices à essence, pour 2-3 raisons. La première, c'est que c'était extrêmement bruyant. Les gens qui vont là veulent apprécier la nature, puis ça fait un vacarme. Tu as l'impression d'avoir une locomotive là, de 6 heures le matin à minuit le soir dans la cour. Et puis, l'autre raison, ben, c'est bien évidemment le prix de l'essence. Puis comme vous le voyez, c'est un hélicoptère qui amène l'essence encore, donc c'est pas le prix du baril qui compte, c'est le voyage d'hélicoptère. Il est limité à cause des lois à 4 barils donc, par voyage, donc c'est excessivement coûteux. Et puis, je vais vous montrer un petit peu comment on arrive à faire des systèmes comme ça, parce qu'étant donné que c'est loin, amener des batteries, on ne peut pas amener des trop grosses batteries parce que c'est tout amené par avion, tout ça, on a des limitations de poids puis de dimension. Donc, on essaie de prendre des plus petites batteries, on essaie d'amener le plus de panneaux solaires possible dans un hydravion. Donc, ce qui arrive, c'est que si on voulait faire un projet 100% énergie renouvelable, on n'y arriverait pas parce qu'il faudrait surdimensionner. Il faudrait mettre beaucoup plus de panneaux pour les jours de pluie, beaucoup plus de batteries. Puis à un moment donné, ça ne fait pas de sens, parce que le restant de la saison, peut-être le 2 tiers de la saison, on ferait trop d'énergie, puis ça aurait été, le payback ne serait pas bon pour l'usager. Donc, le truc un peu, je vous montre une génératrice, Souvent, la génératrice est dimensionnée pour être capable d'aller chercher la pointe de consommation dans la pourvoirie. Quand le jacuzzi est ouvert, les hottes de poêle des cuisiniers, l'air climatisé, tout ça. Donc, on a besoin de couvrir cette pointe-là, mais sauf que cette pointe-là, on l'atteint rarement. Donc, ce qui arrive avec une génératrice, c'est plus elle fonctionne dans le tapis, plus elle va être efficace. Mais la plupart du temps, elle fonctionne à peut-être 10% de son régime, puis on arrive à une efficacité qui est bien moins grande. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pertes de fuel là-dedans, le fuel qui nous a coûté si cher à amener, puis ben, c'est de la pollution inutile aussi. Donc, pour combler ça, nous autres, ce qu'on fait, c'est vraiment simplifié. On analyse, par exemple, sur une période de 24 heures, quelle va être la consommation, donc l'air sous la courbe en rouge ici. Et puis, ben, on essaye de mettre, par exemple, des ressources solaires. On essaye de mettre, en bleu, ce serait des hydroliennes, par exemple. Et puis, donc, c'est constant. Puis, comme vous voyez, le solaire, c'est plus durant la journée qu'on a une pointe qui charge les batteries aussi. Et puis, souvent, le matin et le soir, ben, on a une pointe de consommation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on part la génératrice à ce moment-là, puis on la part vraiment à capacité, presque à pleine charge. Donc, elle recharge à la fois les batteries. Et puis, donc, on va maximiser notre utilisation du carburant à ce moment-là. Alors, voici de quoi ça a l'air. Ça, c'est PLP Canada qui nous a fait ça. C'est les plus grosses structures qu'ils avaient fait jusqu'à date. Pourquoi? Parce qu'il y a de la neige là-bas, puis on ne voulait pas qu'une fois que les panneaux sont verticaux l'hiver, le bas des panneaux soit dans la neige. Donc, c'était des structures extrêmement hautes. Encore là, c'est sous un ciel bucolique, mais je vous dis, vous ne voyez pas les mouches autour de ça. C'est incroyable. C'est un facteur à considérer dans ce genre d'installation-là. Donc, voici de quoi ça a l'air à l'intérieur. Donc, on a évidemment une banque de batteries pour le stockage. On a des convertisseurs MPPT qui prennent l'énergie solaire à haut voltage, entre 3 et 600 volts, qui vont faire rentrer ce courant-là dans les batteries. Ça, c'est les onduleurs quand c'est ouvert. Vous voyez, c'est un spaghetti de câblage à l'intérieur. On essaie de faire ça propre le plus possible, mais et on relie tout ça, on ferme ça, et voilà. On se croise les doigts, on allume, puis ça fonctionne. Puis après ça, on peut laisser ça là, tout va bien. Un peu de formation, évidemment, pour les employés sur la maintenance du système. Ça, c'est un autre projet qu'on a fait là, dans le même coin. Donc, encore une fois, on a installé des panneaux sur des toits. On avait beaucoup plus de place dans la salle des machines, donc c'est beaucoup plus propre à ce moment-là. C'est plus facile à travailler. Et puis voilà. Donc, donner une idée. Donc, c'est possible, comme je disais, dans ce pourvoirie-là, il y avait des bains, des jacuzzis. Il y avait des hottes de poêle, des airs climatisés. C'était vraiment dans un contexte énergivore à fond la caisse, Puis c'est pour montrer à quel point c'est possible. Donc, si on déploie ça, par exemple, dans une communauté qui ne s'offre pas du luxe 5 étoiles, on est capable de faire beaucoup plus avec cette énergie-là. Donc, bref, ça conclut sur le hors-réseau. Là, je vais vous parler des smart inverters. Je ne sais pas c'est quoi le terme français pour ça, onduleurs intelligents. Ouais, c'est ça, je ne l'ai pas entendu souvent encore au Québec. Donc, en fait, c'est ça, c'est pour complémenter ce qu'on dit.
Mais quand je dis c'est the next big thing, c'est parce que il y a des besoins actuellement en énergie solaire, OK? Les besoins principaux, là, du point de vue de l'usager, OK? Les Américains aiment ça être indépendants, puis c'est eux autres le marché là, le plus accessible. Donc, eux autres veulent produire de l'énergie solaire, leur propre énergie, la stocker dans les batteries. Ils veulent revendre les surplus à la grille et espèrent être capables de rendre leur système rentable avec ça. Okay? Donc, c'est ce qu'ils désirent. Et probablement, un système flexible, c'est un des problèmes de l'énergie renouvelable, c'est qu'on installe des gros onduleurs qui ont une certaine capacité, puis à mesure qu'on veut grossir le système, souvent, on arrive rapidement à ce maximum-là. Il faut tout changer l'équipement. Okay? Donc, une certaine flexibilité dans le futur serait la bienvenue. Et puis, on a un partenaire de développement, nous autres, qui s'appelle le Green Mountain Power au Vermont. Okay? On est dans leur incubateur GMP Inspire Space là-bas. Ça nous a donné, nous autres, la possibilité de parler à des gestionnaires de grilles. C'est une plus petite compagnie, plus accessible. Puis, les gestionnaires de grilles là-bas ont vraiment du solaire sur leur réseau, mais ils en ont vraiment pas mal plus qu'au Québec. Là. Okay? Donc, quand on leur parle, eux autres, on leur dit, c'est quoi votre vision de l'onduleur? Puis en fait, ce qui les inquiète pour le futur, ce qu'ils voudraient voir, eux autres, c'est avoir, par exemple, un quartier qui produirait de l'énergie, qui vendrait les surplus à la grille, mais dans lequel ce serait possible de transférer lentement l'énergie vers d'autres endroits où on pourrait la stocker pour quand on arrive en période de pointe, être capable de la reprendre des batteries des maisons puis de la remettre sur le réseau, avec profit, évidemment. Okay? Mais c'est vraiment la couverture de la période de pointe qui est leur souci premier. Puis pour être capable de faire ça, il faudrait que la compagnie ait accès aux onduleurs puis au système des maisons. Okay? Donc, soit capable de leur parler, de leur dicter des ordres, puis aller chercher des informations sur ce qui se passe. Donc, quand on pense à cette solution-là, c'est un petit peu comme ça. On a la compagnie d'électricité qui échange l'énergie avec une unité centrale dans la maison qui est bourrée de convertisseurs, okay? Ça pourrait être un regroupement de convertisseurs, qui sont capables à la fois de convertir de l'énergie solaire, la redistribuer à l'intérieur de la maison, échanger avec la grille, échanger des données, et puis stocker de l'énergie dans des batteries résidentielles ou dans vos batteries d'auto si vous voulez écourter leur vie. Donc, en tout cas, on verra. Donc, c'est des technologies aussi en évolution. Je dirais que c'est surtout les batteries là-dedans qui sont le talon d'achat de toutes ces technologies-là. On annonce beaucoup de choses, mais dans les faits, avoir une batterie de maison pour la rentabiliser, moi, dans mes calculs, ça coûterait à peu près quelque chose comme au moins 20, pas loin de 20 sous par kilowattheure vendu. Okay? Ce qui fait pas de sens présentement. Mais on espère que dans le futur, à la fois, les compagnies comme Green Mountain Power acceptaient de payer 20 de la batterie si leurs usagers prenaient des batteries Tesla. Et puis, donc, on fait un petit projet pilote comme ça. Donc, on verra dans le futur qu'est-ce qu'il va y avoir. Le prix des batteries va descendre. Puis, lorsqu'il va descendre assez, ce genre de système-là va fonctionner. Et la preuve que j'y crois, on développe un convertisseur pour ça. Donc, voilà. Je vous parle en gros de ce qu'on fait. Nous, on a développé chez Idénergie des modules qui sont capables de prendre l'énergie solaire, la stocker dans les batteries, prendre l'énergie solaire, l'envoyer en onduleur. Donc, c'était en cours de route dans notre lab. Et puis, on a fait aussi une carte qui permet de à la fois gérer l'énergie dans une petite micro-grille DC à la maison et puis gérer les échanges avec la grille. On n'est pas des fabricants de software pour faire ça, mais seulement du hardware. Et on attend que les protocoles annoncés par Rule 21 prennent effet. Mais comme je vous dis, c'est vraiment le début d'une nouvelle ère. Okay? Donc, tout est à bâtir présentement. Puis on a fait une solution, nous, dans laquelle l'usager peut lui-même glisser ses modules. S'il y a un problème avec un module, il peut nous l'envoyer par la poste. Pas besoin de faire venir un installateur à 100$ pour le changer. Okay? Donc, c'est ça le concept de quoi? Un petit peu comme votre power d'ordinateur à la maison. C'est ça qu'on vise, mais en énergie renouvelable. Donc, voilà, je pourrais vous parler du fast charge des voitures qui serait possible avec ce système-là. Je vais m'arrêter là. Je pense qu'on va passer. Je vous cède la parole. Je vous remercie beaucoup. S'il y en a qui sont intéressés à investir chez nous, en savoir plus, venez me voir après. J'ai amené un prototype ici là, dans ma valise. Là, donc, hâte de vous montrer ça. Merci.